Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans le cinéma Les Sept Parnassiens, l'un des cinémas les plus mythiques parisiens. Ils m'ont ouvert leurs portes pour vous présenter ma nouvelle série autour du cinéma français. Dans cette nouvelle série, je vais recevoir tous les réalisateurs français, mais attention, uniquement les réalisateurs de cinéma. Dans cet épisode, je vais vous présenter mon entretien avec Bertrand Bonello. Amis cinéphiles, je vous souhaite une bonne séance. Le tournage était donc fini, le film était passé à Cannes, les disques se vendaient, il y avait beaucoup d'argent. Vous avez déjà regretté de faire un film? Oh, si on le savait. Parce que des bons films, il y en aura toujours. Aujourd'hui, ils font que des Marvel ou des trucs de Barbie, là, mais Qu'est-ce qui vous a amené de passer d'artiste à réalisateur de film? tiens, je veux tester le cinéma. L'art, d'une manière générale, c'est ce qui fait nous sentir vivants. Il a dit quelque part qu'il faisait des films pour ne pas tuer des gens. Sa première passion fut le cinéma de genre, et c'est peut-être pour cela qu'il a fait des films inclassables. Ces films qui parlent du passé et du futur, mais rarement du présent. C'est un peu notre David Lynch français, et c'est parce qu'il ne laisse personne indifférent, et c'est pour ça qu'il va répondre à nos questions aujourd'hui. Bertrand Bonello, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette interview. Donc, on va revenir sur vos films, puis après, je vais faire quelques questions générales. Donc, tout d'abord, je vais parler de votre film que vous avez réalisé, donc l'Apollonide, Souvenir de la maison close. Alors, dans une scène, on aperçoit une prostituée en gros plan qui pleure, et de l'autre côté, on voit des prostituées qui se réduisent à l'état d'objet sexuel. Contrairement au livre que la prostituée est en train de lire, qui explique qu'on est prostituée de naissance, est-ce que ce n'est pas ce métier plutôt qui rend stupide? Est-ce que c'est la thèse principale du film, c'est-à-dire on ne naît pas prostituée, on le devient? Oula, pas faire d'amalgame. Non, c'est un livre, en effet, qui date de cette époque, d'anthropologie, et qui disait que les prostituées étaient des femmes avec un cerveau trop petit. C'est évidemment absolument faux, enfin, c'était des atrocités. Est-ce qu'on devient prostituée? On ne le choisit pas, en tout cas. Enfin, c'était un des métiers les plus difficiles avec, à l'époque, blanchisseuse, parce que les femmes se brûlaient les mains. Et j'ai voulu montrer dans ce film les deux côtés de la prostitution, c'est-à-dire le côté théâtre, le côté pile, face aux hommes, où tout a l'air beau, etc. Et après, les coulisses, et vraiment la dureté et le courage de ces femmes. Et vous pensez que ces prostituées se mettent un peu dans des personnages pour justement se désinhiber ou être un peu plus insouciantes Ben, de ce qui se passe? je parlais de théâtre parce que c'est Ouais. un peu comme ça que je l'ai conçu, Ok. c'est-à-dire on peut penser que la mère Maquerelle c'est une forme de metteur en scène, que Mhm. les salons où les hommes peuvent venir sont comme une salle avec une scène, et puis derrière, en effet, à partir entre 3 heures du matin et 18 heures, eh ben c'est les coulisses, et les masques tombent et la réalité arrive avec... c'est quand même avant tout une prison, puisque par définition, une maison close, elle est close, on n'a pas le droit de sortir, avec la maladie qui traîne, l'âge qui passe et la peur, et les dettes qui s'accumulent, parce qu'il y avait tout un système Ouais, vous avez toutes des dettes. Ouais. À la fin du film, on voit une prostituée racoler le client dans la rue, ce qui montre que la fermeture des maisons closes n'est pas une bonne solution. Le film semble très pessimiste. Pourquoi donc raconter cette histoire? En fait, c'est une fin qui a été mal perçue, je trouve. Ok. On voit quoi? En fait, il y a le personnage qui veut le plus sortir de la maison, c'est celui qui est joué par Céline Salette. Et l'idée de la montrer 100 ans plus tard sur le bord du périphérique, c'est une manière cinématographique, on va dire, de dire cette femme sera prostituée à vie. Et après, il n'y a pas de regret des maisons closes, excepté à l'endroit que on pourrait se dire que comme la prostitution ne disparaîtra pas, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait de la sécurité sociale, qu'il y ait une espèce de protection médicale, etc. Ouais, je voulais aussi faire la base de l'idée, c'était de faire un film avec un groupe de femmes. Et j'ai choisi La Maison Close dans le passé pour dégager le film de beaucoup de... J'avais pas envie qu'il y ait de petites amies, de parents, etc. Et puis il y a quelque chose que je trouvais très beau dans ce collectif, en fait, c'est de montrer une forme de solidarité face à la dureté, qui en lisant pas mal de journaux intimes d'époque, que je pense assez réel. D'ailleurs, malgré l'horreur, on voit quelque
parenthèse idyllique quand elles pique-niquent ensemble. Est-ce que ce n'est pas une manière de montrer que la solidarité entre dominés et une résistance? La résistance, je dis à l'envers, est toujours une forme de solidarité avec quelqu'un. On résiste rarement, enfin on peut résister seul, mais cette forme de résistance. Et puis, alors, la scène de pique-nique dont vous parlez, elle coupe le film en deux, et en effet, une fois par mois, ces filles avaient le droit de s'aérer. Et c'était évidemment une espèce d'immense libération, puisque les 30 autres jours du mois, elles ne voient pas la lumière du jour, puisque les rideaux sont toujours fermés. Alors, celle qui veut se prostituer alors qu'elle est très jeune explique qu'elle le fait pour être indépendante financièrement. Faut-il voir cela comme de la pure naïveté ou simplement une tentative d'émancipation? Non, je pense qu'en effet, c'est très naïf. C'est quelqu'un qui devine comment le système de la maison close est, mais qui dit moi je serai plus forte. Okay. Mais c'est un truc qui nous arrive à tous, hein, quand on a 16 ans, je crois qu'elle a 16 ans dans le film, on pense tous qu'on pourra être plus fort que quelque chose, qu'une institution, qu'un système, qu'on ne se fera pas avoir, et puis finalement, la plupart du temps, le système est plus fort. D'ailleurs, dans une scène de soirée, on voit des nains qui traitent une prostituée comme un monstre alors qu'eux-mêmes sont traités comme des monstres. Est-ce que c'est une manière de montrer que les gens dominés adoptent le point de vue de ceux qui les oppressent? En fait, non, parce que les nains, ils sont aussi en représentation forcée. Ils sont en train de faire un spectacle dans une espèce de salon bourgeois qui s'amuse avec la différence des autres. C'est pas vraiment leur choix d'être là, ils font plus partie du spectacle comme la femme qui rit. J'ai pas vraiment voulu faire de hiérarchie chez les dominés, enfin, j'ai traité toutes ces femmes à égalité. Euh, pour moi, la domination, elle est clairement, dans ce cas-là, du côté des hommes et surtout du côté de la société. Après, on peut tourner la chose à l'envers et se dire que quelque part, les hommes sont eux-mêmes dominés par leurs propres désirs. Et d'ailleurs, la mère Macrel, je trouve qu'elle infantilise beaucoup ses prostituées. Est-ce que c'était pas justement une manipulation pour les garder justement près d'elle? Bah, la mère Macrel, elle a tout intérêt aussi à être un peu maligne par rapport à la gestion des dettes. Ouais. Et c'était des femmes au caractère assez fort, hein, donc il fallait les tenir. Oui. Et elle sélectionnait principalement des femmes avec des dettes? Soit elle sélectionnait des femmes avec des dettes, soit très vite elle mettait en place une façon qu'elles étaient obligées d'avoir des dettes. Par exemple, il fallait se laver, mais un savon coûtait cher, etc. etc. Ok. Je vais vous parler maintenant de le film La Bête. Alors l'héroïne semble déterminée par ses vies intérieures et dans ce cas, comment rester libre de son passé? Ah, ça c'est la question du libre arbitre aussi. Ouais. Jusqu'à quel point est-on libre? La question du libre arbitre. Le, le- le film, bon, il pose complètement ouvertement l'existence de vie antérieure et le fait que quelque part, on est la construction de son passé. Donc la Gabrielle de 2044 est l'addition de celle de 1910 avec celle de 2014, avec toutes celles qu'on ne voit pas. On est l'addition inconsciente de ces vies antérieures. Et même sans aller jusque dans la vie antérieure, hein, je pense que réellement, nous sommes l'addition aussi de nos traumas ancestraux, y compris les plus inconscients. Est-ce que dans ce film, vous avez voulu filmer les vertiges de toutes les conséquences qui peuvent entraîner un seul choix? La base du livre, la base du film, d'ailleurs, elle vient d'un livre, elle est assez simple, hein. C'est quelqu'un qui refuse de s'abandonner à l'amour par peur. De quel livre? La bête dans la jungle de Ok. Henry James. Et elle s'en apercevra, en fait, elle pourra verbaliser ça qu'une fois que c'est trop tard. Et donc, le film est régi par vraiment ces deux sentiments que sont l'amour et la peur. Ça peut être la peur de l'amour, mais ça peut être aussi la peur de l'époque. Et le sentiment de la peur est très présent dans le film. L'héroïne veut, par une opération, ne plus ressentir d'émotions. Est-ce que le cinéma n'est pas une manière d'apprivoiser nos émotions? Apprivoiser, en tout cas, le cinéma, c'est la phrase de Fuller dans Pierrot le fou de Godard, mais il est fait pour nous traverser d'émotions, y compris certaines qu'on ne connaissait pas encore.
les émotions les plus basiques, hein, je veux dire le rire, les larmes, la peur, enfin mais parfois des émotions plus mélangées que seuls les arts, en fait, je veux dire, parce que pour dire un grand mot, mais je veux dire la musique, la littérature, le cinéma, enfin, ça nous fait sentir vivants, en fait. Oui. L'art, d'une manière générale, c'est ce qui nous fait nous sentir vivants. Mais il faut se poser aussi la question de pourquoi certains grands cinéastes de films de genre font des films de genre. Ils mettent en scène, via le cinéma de la peur, leur propre peur du monde. Donc c'est une manière aussi de parler du monde. Je ne parle pas du film d'horreur de divertissement, mais de tous ces grands cinéastes, la fin des 70, début 80. Et depuis 7-8 ans, je trouve que le cinéma de genre revient à quelque chose d'entre guillemets sérieux, c'est-à-dire de premier degré, de ne pas prendre son sujet à la légère. Et donc de faire un compte-rendu comme ça de ses propres peurs du monde, et en passant donc par le cinéma de la peur. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma? Ben, en fait, je travaille rarement à partir de rêves, parce que je ne me souviens jamais de mes rêves. Mais quand j'ai commencé à écrire le film, et surtout à faire des recherches assez précises sur le quotidien de ces femmes-là, j'ai rêvé 3 nuits d'affilée du film, pas du livre, L'homme qui rit de Victor Hugo. Et je me suis dit, tiens, si j'ai intégré un personnage, celui de la femme qui rit. Pourquoi rit-elle? Parce qu'elle a été défigurée, etc. Donc ça a été mon squelette. C'est venu d'une image, en fait. D'une image, un trauma, en fait, qui se recompose petit à petit dans le film. Comme le film est un mélange de chronique et de fiction, voilà, elle appartient vraiment à la partie fiction, et la vie des femmes appartient à la chronique, et j'ai vraiment voulu travailler le tissage des deux. Bah, d'une manière générale, j'essaie toujours de faire des films qui ne portent pas de message, des films qui posent des questions plus que ce qu'ils donnent des réponses, qui ouvrent plutôt qu'ils ferment. Donc après, Les Maisons Closes en 1900, c'est factuel. J'ai pas un avis précis là-dessus. Sur la prostitution aujourd'hui, de manière générale, comme je disais tout à l'heure, de toute manière, on peut la faire reculer, je veux dire, en termes de géographie, mais il y en aura toujours des prostituées. Donc autant que le cadre de travail soit le plus idéal possible. Et du coup, vous êtes pour les maisons closes ou contre, plutôt que les prostituées exercent dans la rue? Ni pour ni contre, hein. Je suis pour un cadre, en tout cas social, par exemple, je parlais de la médecine, de la sécurité sociale, qui soit légal d'un autre travailleur. Dans les maisons closes de cette époque-là, il y avait absolument toutes les catégories. Il y avait le bouge le plus dégueulasse jusqu'à la maison close totalement extrêmement luxueuse, comme le Chabanais, par exemple, qui était une des plus luxueuses à Paris et qui était un petit peu mon influence. J'aimais bien m'attaquer à une maison close très luxueuse parce que la différence, le contraste entre justement ces salons absolument magnifiques et ces coulisses est encore beaucoup plus tranchée, beaucoup plus forte, parce que le luxe, en fait, il ne dépasse pas les salons. On voit bien, les chambres, c'est des toutes petites chambres de bonne, elles n'ont aucune intimité. D'ailleurs, on croirait même que ça a été tourné à Maison Souquet, l'hôtel, vous savez, à Paris. Ah oui, ça a été tourné... Non, ça n'a pas été tourné là-bas? Non, on avait loué un petit château en banlieue, et voilà, qu'on a utilisé un peu comme un studio. Mais voilà, avec une maison close très très luxueuse, le contraste avec la dureté est encore plus visible. Alors, maintenant, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qui vous a amené à faire du cinéma? Moi, je viens plutôt de la musique. Le cinéma est quelque chose que je connaissais pas beaucoup. J'étais musicien de studio, c'est-à-dire que j'accompagnais des artistes sur scène ou en studio. Et puis, je commençais un peu à me lasser. Oui, d'ailleurs, vous avez bossé avec Françoise Hardy ou Daniel Darc. Quel a été votre pire et meilleur souvenir d'artistes qui ont enregistré dans ce studio? François, c'était beau. J'aimais bien. Ouais. C'est un album que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Danger, qui n'a pas beaucoup marché. Daniel, c'était pas facile, parce que Daniel n'était pas simple, mais après, il avait un talent fou. Non, le pire. J'étais très jeune, j'aimais faire de la musique. Une petite anecdote de studio. studio. Il n'y a pas tellement de Ouais. pire. En plus, c'était une époque où... Vous avez toujours été passionné par la musique? Oui, toujours. Ouais. C'était une époque, je sais pas, début des années 90. Enfin, l'industrie du disque était énorme. Les disques se vendaient, il y avait beaucoup d'argent. Enfin,
c'était assez insouciant en fait. Tout était assez Et insouciant. qu'est-ce qui vous a amené de passer d'artiste à réalisateur de films? Bah, je me lassais un peu et comme j'avais fait une énorme tournée de 2 ans, j'avais beaucoup d'argent. Et je me suis payé un peu un court métrage en me disant tiens je vais tester le cinéma et c'est le moment où j'ai commencé à regarder beaucoup de films. Donc tout, mon passé de cinéphile est vraiment très proche de mon passé de cinéaste on va dire. Mhm. Et voilà, puis j'ai mis un pied dedans, puis j'ai aimé ça de plus en plus. Et vous qui étiez dans la musique, vous avez jamais réalisé de clips par exemple? Non, Non, parce qu'en fait, comme j'aime la musique et que j'aime le cinéma, je crois que j'aime pas beaucoup les clips. vous, vous aimez pas les clips, je Ah, comprends. c'est pas vrai, il y en a que je trouve Ouais. Mais après, très beaux, oui, mais c'est vraiment des très rares. oui. Ouais. Et quels sont vos réalisateurs fétiches? Oh, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ouais. Bah, comme qui par exemple? Non, mais j'ai vu tellement de films dans ma vie que je peux très bien, je peux aimer autant Robert Bresson que Dario Argento. Enfin, En plus, ma génération est une cinéphilie moins chapelle que la génération plus ancienne. Et j'ai été traversé par tellement de réalisateurs différents et j'en découvre encore. Mais par exemple, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est surtout de découvrir des jeunes cinéastes qui arrivent, français, étrangers. Qu'est-ce que quelqu'un qui a 25 ans, qui s'empare aujourd'hui du cinéma, qu'est-ce qu'il a envie de raconter, de quelle manière? C'est plus ça quoi, qui m'anime. D'ailleurs, vous avez un conseil à donner à des jeunes qui veulent se lancer en tant que réalisateur? Un conseil, oui, on me demande souvent. Bah, le conseil que je donnerais, c'est de rester soi-même, de ne pas croire, de ne pas suivre l'air du temps. Mhm. Voilà, l'air du temps est un truc facile et dangereux, donc de rester soi-même. Ouais. Vous avez déjà regretté de faire un film? Non, j'ai jamais regretté. Je peux avoir des regrets sur un film, Mhm. d'avoir raté ça, que ça ne soit pas mieux, euh, mais regretter. Non, puis après, un film, c'est un long chemin. Hein. C'est-à-dire Oui. que entre le film qu'on a en tête à son bureau et celui qui arrive dans la salle de cinéma, il se passe tellement de choses que c'est 1000 décisions, c'est un long chemin. Mais non, j'ai pas regretté. Même ce que j'estime les plus ratés, je regrette pas. Et quel est le film que vous avez fait que vous préférez? C'est un court métrage qui s'appelle Cindy the Doll is Mine avec Asia Argento Mhm. autour de la figure de la photographe Cindy Sherman. Elle est fragile sous son côté grande gueule, mais voilà, c'est aussi un bon soldat pour un film. Quoi. Est-ce que dans vos films, vous essayez de transmettre vos idées ou seulement de faire réfléchir le spectateur? J'imagine que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on fait aussi un film avec des idées, donc elles sont là pour. Il y a les idées visibles et les idées invisibles. Hein. J'essaie d'avoir plein d'idées de mise en scène, elles ne sont pas forcément visibles. Et après, c'est vrai que moi, très souvent, je rencontre des gens qui me disent ah, j'ai vu tel film de vous, ça m'a fait réfléchir, etc. Je le prends évidemment comme un compliment. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les films qui ouvrent plutôt que les films qui ferment. Quoi. Oui. C'est de laisser un peu le choix d'interpréter, de Oui, laisser de le spectateur s'approprier en tout cas. s'approprier, exactement. Qu'est-ce que vous préférez filmer? Qu'est-ce que je préfère filmer Qu'est-ce que je préfère filmer J'aime beaucoup filmer les scènes de danse. Les scènes de danse. Il y en a dans beaucoup de films. Mais c'est pas juste esthétique, hein, c'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Les scènes de boîte de nuit, c'est très dur à faire, notamment la gestion de la figuration, etc. Mais je trouve que la danse est quelque chose de très. Le comédien ou la comédienne donne quelque chose de très impudique. Mhm. Et c'est très généreux, beaucoup plus que. Je trouve ça plus impudique qu'une scène d'amour, par exemple. Et d'ailleurs, les scènes de danse, comme par exemple, est-ce que les actrices s'entraînent avant ou alors elles improvisent comme une danse ou Les elles scènes de danse, s'approprient j'ai jamais utilisé de chorégraphe. Ok. J'utilise aussi ce que l'acteur ou l'actrice amène. Donc voilà, ils sont au courant, ils savent qu'il y a une scène de danse. Les musiques sont indiquées dans le scénario, donc libre. Par exemple, il y a une scène de danse avec Léa Seydoux. Dans La Bête, Léa danse hyper bien, donc elle est arrivée avec sa manière de danser et elle s'est adaptée à la musique. Ouais, elle danse limite comme un peu un robot dans La Bête. Elle Il danse. y avait une scène où... Enfin, je trouve qu'elle s'approprie vraiment...
Après, j'avais mis une musique pas facile. C'était Ojimako, c'est pas facile. Et voilà, elle s'est lâchée, quoi. Alors, inspiriez-vous de votre vécu pour vos films? Est-ce que vous vous inspirez de vos vécus, Je m'inspire pas de manière biographique. enfin, de votre vie? Après, je m'inspire dans des détails, de certaines émotions, de micro-détails qui sont invisibles, mais qui, pour moi, comptent, mais pas du tout de manière biographique. Quel est l'ingrédient indispensable pour réaliser un bon film? Oh, si on le savait. Euh, On ne peut pas vraiment savoir en fait, hein. C'est comme la non, c'est très musique. mystérieux. C'est vraiment très Des fois, il y a mystérieux, des hein. titres qui sont des hits, tout comme il y a des films qui ont des succès fous. Donc, Non, non, c'est mystérieux et c'est pour ça que c'est beau aussi. C'est parce que justement, c'est mystérieux. mhm. Et d'ailleurs, vous vous attendiez à un tel succès avec votre film La Polonide? Non, c'était un peu une surprise, j'avoue. Je crois que. Et puis c'est le moment où j'ai commencé petit à petit à rajeunir mon public, qui aujourd'hui est carrément de plus en plus jeune, quoi. Euh, Est-ce que c'est un rapport à la musique, à la forme, au montage, à l'esthétique? Bon, le sujet aussi plaisait, je pense, hein. Euh, Cette espèce de. Parce que même en 2011, faire un film avec un groupe de femmes comme ça, c'était pas. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus attendu. Mais Et avez-vous été traumatisé par un acteur? moi, j'ai toujours plutôt des bons rapports avec les acteurs. Il y en a qui sont difficiles, pas parce qu'ils ont mauvais caractère, hein, parce que juste ils sont fragiles ou Guillaume Depardieu, c'était pas simple. Jean-Pierre Léaud, c'est pas simple. Et en même temps, le résultat est magnifique. Helmut Berger, c'était pas simple dans Saint-Laurent. Mais parce que c'est des gens qui sont marginaux, qui sont à part. Mais traumatisés, non, jamais. Helmut, ça s'est bien passé avec lui, hein, ça s'est bien passé. En fait, avant le film, c'était compliqué. Et pendant le tournage, ça s'est bien passé. Ouais. C'était compliqué parce qu'il il était vraiment fou, quoi. Il vivait dans le passé, enfin, il n'était pas du tout. Et puis, il est arrivé sur le plateau et il a vu le décor. C'était un très beau décor, puisque on recrée la rue de Babylone de Saint-Laurent. Il a vu la caméra 35 mm, je pense qu'il n'avait pas vu une 35 mm depuis très longtemps, le zoom, etc. Il a dit, ah, c'est comme chez Visconti, etc. Et là, après, il est resté à côté de moi toute la journée, et c'était très bien. Bertrand, pensez-vous qu'aujourd'hui, ce sont les hommes qui dominent le monde du cinéma? Vous voulez dire les hommes par rapport aux femmes? Oui. C'est-à-dire que l'industrie du cinéma est Masculine. monopolisée par les hommes plutôt que les femmes. En tout cas, elle l'a été, hein, ça c'est indéniable. Et puis là, c'est quand même vraiment en train de s'équilibrer. Est-ce que vous aviez l'impression que les bons films se font de plus en plus rares? Comme il y a de plus en plus de films, forcément, en pourcentage, oui, les bons films sont de plus en plus rares, parce qu'il n'y a pas de plus en plus de bons films. Après, ce qui est... J'ai l'impression qu'on est plus dans une époque de séries. Il y a la série, évidemment. Il y a beaucoup plus de séries qu'à l'époque, hein. Oui, qui ont changé le regard des gens. Là où je trouve qu'on a perdu, parce que des bons films, il y en aura toujours, c'est, je trouve qu'un certain cinéma, enfin, le cinéma commercial a quand même beaucoup perdu en qualité. Dans les années 80, enfin, je ne parle même pas de l'âge d'or hollywoodien, etc., mais jusqu'aux années 90, les studios fabriquaient des très bons films commerciaux. Aujourd'hui, ils font que des Marvel ou des trucs de Barbie, là, mais voilà, à cet endroit-là, je trouve on a perdu sur le gros film commercial de qualité. Oui, je suis d'accord. Votre acteur fétiche était Gaspard Ulliel. Il est mort tragiquement d'ailleurs. Quel souvenir avez-vous de lui? Quel souvenir j'ai? Il y a évidemment tout Saint-Laurent. Et c'est peut-être le plus gros souvenir que j'ai de lui, c'est le tour du monde qu'on a fait pour la promotion. Parce qu'on a vraiment fait tous les pays. Et on a fait ça tous les deux. Le tournage était donc fini, le film était passé à Cannes. Et on a passé peut-être 4 mois comme ça dans les aéroports et dans les hôtels à se plaindre parce qu'on était fatigués. Mais c'était assez merveilleux de partager ce temps avec lui. Et puis voilà, après on devait tourner ensemble La Bête, et puis voilà. Ok, bon bah c'est formidable. Merci beaucoup Merci Bertrand pour cette interview.
et hâte de peut-être regarder votre prochain film. Pas demain. Pas demain. En tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci.